Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 mars 2021 au sommaire de cette émission. On maintient nos enfants dans les conditions où ils sont, que pour des raisons politiques, que parce qu'on n'a pas le courage de les rapatrier. Que faire des enfants français de djihadistes? Ils seraient entre 200 et 300 toujours en Syrie dans des camps kurdes. Notre reportage auprès de leurs proches qui demandent leur retour en France. Et on en parle avec l'avocat William Bourdon qui défend certaines de ces familles. Et puis retour sur un an de gestion de la pandémie par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Peu de succès, beaucoup d'échecs, nous dira François Bonnet qui définit ainsi la situation. Verticalisme, infantilisation et mensonge. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est une question qui embarrasse le pouvoir, une question difficile qui déclenche facilement des polémiques, une question d'humanité aussi, puisqu'on parle là de personnes qui en réalité n'ont rien demandé. Que faire des enfants français de djihadistes qui sont en partie en Syrie? Jusqu'à présent, 35 enfants retenus dans les camps kurdes ont été rapatriés en France, selon le chiffre officiel du Quai d'Orsay. Combien en reste-t-il? Difficile de le savoir, pas de chiffre officiel, seulement des estimations. Il serait toujours entre 200 et 300 à vivre dans des camps en Syrie, certains avec leur mère, certains orphelins. Avec nous sur ce plateau, William Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et vous défendez certaines de ces familles. Avant de voir notre reportage, un adjectif peut-être pour décrire la situation dans laquelle ces enfants et leurs familles se trouvent aujourd'hui? Deux peut-être, monstrueux et scandaleux. Monstrueux et scandaleux. On va donc tout de suite voir le reportage de Valentine. Bonjour. Salut Mathieu. En début février, Valentine, une dizaine de Françaises retenues dans les camps kurdes ont commencé une grève de la faim pour demander leur rapatriement. Oui, ces femmes demandent donc le rapatriement de leurs enfants. Sujet inflammable, patate chaude du gouvernement à un an de la présidentielle. Derrière ces enfants, il y a donc des familles qui sont en France, les parents de ces adultes partis en Syrie et aussi qui sont les grands-parents de ces enfants retenus là-bas. Avec Célia Mebroukine, on est allé à la rencontre de ces familles. Direction d'abord une ville de région parisienne dans l'Ouest. On avait rendez-vous avec Richard et Claudine. Bonjour, on peut entrer? Allez-y, je vous en prie. Richard et Claudine, deux prénoms d'emprunt, préfèrent rester anonymes pour éviter les représailles. Moi, j'ai eu le malheur d'en parler. J'ai été licencié une semaine après. J'ai perdu ma gaieté de vivre. J'en étais malade. Pas un jour ne passe sans qu'ils ne pensent à leur fille partie en Syrie en 2014 avec son mari. Pas un jour non plus sans penser à leurs 3 petits-enfants. Claudine a gardé quelques objets fétiches. Les chaussons de mon petit-fils qu'il mettait encore avant de partir. Et ça, c'est sa petite veilleuse qu'on lui mettait dans la chambre pour avoir un petit peu de luminosité le soir, pour pas qu'il ait peur. Chaque fois que je les vois, je pleure. Voilà. C'est encore le cas. C'est long, mais j'ai toujours l'espoir. C'est un enfant, pas une bombe. Espoir partagé par Richard au grenier. Il a gardé tous les jouets de ses petits-fils. Donc là, on a un petit nounours qui est ici. Un petit camion sur lequel s'asseoir parce que quand il est parti, il commençait juste à marcher. Après ça, c'est pour le plus grand. C'est son camion de Cars. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder pour eux, pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Et je pense que ça va raviver beaucoup de souvenirs aux deux grands, en se disant bah, papy, il les a pas oubliés, il n'a rien jeté de nous. Claudine et Richard n'ont pas vu leurs petits-enfants ni leurs filles depuis plus de 6 ans. Leur seul moyen de communication, des messages audio qu'ils s'échangent via WhatsApp. Si tu rentres en France, tu joues avec quoi? Je vais jouer avec la PlayStation 1, le 2, 3, 4 et la 5. Voilà. Et toi? Rien. Toi, tu veux pas jouer, toi? Rien. En France. Le bla et le bla et le bla bla bla. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire, ça me fait du bien de les entendre. Mais voilà, c'est toujours dans l'optique de vouloir rentrer et de pouvoir profiter de leur vie. Donc oui, ça me fait sourire, mais ça me fait aussi beaucoup pleurer. Là, ce que leur mère leur demande, c'est si vous revenez en France. Donc, vous voyez, c'est qu'ils ont espoir de revenir. Ils ont des souvenirs de la France. Donc, ça, c'est énorme. Donc, il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas les oublier, surtout. Mais depuis 10 jours, Claudine et Richard sont encore plus inquiets car leur fille fait partie de la dizaine de Françaises à avoir commencé cette grève de la faim. Bonsoir, maman. Écoute, je voulais juste informer que nous débutons une grève de la faim. Dans l'autre camp, ils ont déjà débuté. 6 Françaises, si je ne me trompe pas. Voilà, on en a marre d'être ici, marre d'être dans ce camp avec nos enfants, de les voir souffrir, de les voir, par exemple,
Il m'a passé toute la nuit avec une rage de dents insupportable. J'ai pas pu le calmer, pas de médicaments. Ils peuvent rien faire. Les rendez-vous chez le dentiste sont dans 2 mois. C'est pas vivable. Cet enfant a 10 ans. Il mérite des soins. Il mérite d'aller à l'école. Il mérite tout ce qu'il n'a pas ici. Donc on débute la grève de la faim et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. Ce message est insoutenable pour Claudine, sa mère. Elle ne sait plus quoi faire pour faire rentrer ses enfants et elle-même, parce que les enfants ne peuvent pas rentrer sans leur mère, c'est pas possible. Elle leur a déjà demandé et ils ont dit non. Mais vraiment, elle a eu une grosse peur parce que ma fille a été anorexique et je me suis dit qu'elle allait encore se mettre en danger. Quant aux petits-enfants, ils ont 11, 8 et 5 ans. Le plus jeune est né là-bas, n'a connu que les camps kurdes et être en bonne santé dans ces camps, c'est bien compliqué. Ils ont besoin de médicaments pour justement soigner leur asthme. Et les médicaments sont très rares là-bas et ça coûte très cher. Aujourd'hui, Claudine et Richard ne demandent pas de traitement de faveur pour leur fille, mais un traitement juste, surtout pour les enfants. Elle sait qu'elle ira en prison. Elle sait que ses enfants seront placés provisoirement jusqu'à ce qu'on en demande la garde. Mais actuellement, c'est plus possible de rester dans ces conditions-là. Est-ce que vous êtes en colère contre votre fille? Oui. Elle le sait. Oui, on est en colère, c'est vrai. Mais on sera lui pardonné au moment voulu. Mais pour le moment, le plus important, c'est de la rapatrier, elle et les enfants. Si aujourd'hui vous aviez le président de la République en face de vous, vous lui diriez quoi? Pensez à ces enfants qui n'ont rien demandé. Moi, tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est le bénéfice du doute. Faites-les, rapatriez-les. Mais s'il vous plaît, que vont-ils devenir? William Bourdon, on va voir la suite du reportage dans quelques instants, mais cette famille précisément, ce sont vos clients. Est-ce qu'ils gardent espoir, nous disent-ils? Est-ce qu'ils ont raison de garder espoir pour vous? Oui et non, comme toujours. Oui, parce que c'est une condition de leur survie, de leur existence propre, et puis de la survie de leurs filles, de leurs petits-enfants. Oui, parce qu'il peut y avoir toujours des retournements de situation inattendus. Moins que oui, parce qu'on est dans un compte à rebours jusqu'à l'élection présidentielle en 2022, qui est de plus en plus indexé sur les questions sécuritaires, avec un glissement grossier et caricatural de la politique de ce gouvernement vers la droite. Donc ça, c'est pas excessivement encourageant pour rompre avec la logique cynique qui est aujourd'hui celle d'Emmanuel Macron. Alors Valentine, les 3 petits-enfants de Claudine et Richard font partie de 200 à 300 Français retenus en Syrie dans les camps kurdes, selon les estimations des collectivités. Oui, toujours des estimations. Et donc on est allé aussi en Bretagne, où nous avons rencontré un autre père et grand-père qui se bat pour le retour de sa fille et de son petit-fils. Voici Albert du collectif Famille Unie qui rassemble 150 familles de personnes parties en Syrie. Sa fille, elle, a quitté la France en juillet 2015. Son petit-fils de 2 ans est né là-bas. Il est né sous les bombes. Il a passé ses 2 premiers mois sous les bombes à Barouz dans des conditions inimaginables. Ce gamin, il a quand même le droit d'avoir une vie. S'il y a une victime quand même là-dedans, c'est bien lui, quoi. Comment vous vivez cette situation? Aujourd'hui, je suis au-delà de la colère. C'est même plus de la colère, c'est de la rage. Enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. De la rage, car sa fille et son petit-fils auraient pu être rapatriés. En 2019, une liste que ce collectif s'est procurée le prouve, établie par les services de renseignement. On y trouve 259 noms de Françaises et Français, adultes ou enfants, et surtout à côté des noms des indications pour un vol-retour vers la France. Intéressant. Et là, on a la preuve qu'il était bien prévu de rapatrier les gens, étant donné qu'il y a le numéro du vol, rapatriement, vol, il y a 2 avions qui sont prévus, et on voit que les gens sont prévus sur le vol 1 ou le vol 2. Ces listes-là ne sont pas une vue d'esprit. C'est pour ça que je les montre, parce que c'est quelque chose qui existe. C'est pas, on n'affabule pas quand on dit que tout était prévu pour rapatrier ces gens-là. Mais ce rapatriement n'aura jamais lieu. Et que c'est uniquement un veto de l'Élysée qui a fait qu'il n'y a pas eu de rapatriement. Pourquoi il y a eu un veto de l'Élysée? Parce qu'on a quelqu'un qui a eu peur d'un sondage. Le sondage, c'est celui-ci, celui d'Odoxa Densu Consulting pour le Figaro, daté du 28 février 2019, où 67% des personnes interrogées souhaitent laisser les enfants de djihadistes en Irak et en Syrie. Tout récemment, Éric Dupond-Moretti affirme que le sujet est discuté au gouvernement, mais n'ouvre pas la porte à d'autres rapatriements. Je dis que c'est extrêmement dangereux
le rapatriement. Il y a la réponse de cœur, et puis il y a la réponse possible. Et ce ne sont pas forcément les mêmes réponses. En même temps, on ne va pas oublier que des Français nous ont trahis pour aller nous combattre. Et nous combattre au profit de l'État islamique. Quand Albert entend ça, il est révolté. Il a une attitude qui est complètement dégueulasse déjà, quand il dit que c'est dangereux de rapatrier les gens, d'extraire les gens des camps, qui m'explique comment un pays comme le Kazakhstan peut rapatrier ses ressortissants sans aucun problème. Comment d'autres pays tels que l'Allemagne ou autres ont rapatrié des ressortissants, comment les Russes font, comment les autres pays font. En fait, Dupond-Moretti, quand il était avocat, jusqu'à preuve du contraire, il a donné des interviews quand même en disant ces gens-là sont français et il faut absolument les rapatrier à tout prix. Il faut les rapatrier, surtout quand ils encourent la peine de mort, et les juger en France. Et il faut qu'ils aient droit à un procès équitable. Dupond-Moretti, il a touché pour moi les 30 deniers de Judas et il remplit son rôle de ministre. Comprendre, le ministre manque de courage. Albert se sent abandonné par toute la classe politique. Alors, certains tentent de mettre le sujet sur la table, avec conviction, mais pas beaucoup de réussite. La semaine dernière, 2 députés et 2 eurodéputés français, accompagnés d'avocats de famille, notamment votre consoeur Marie Dosé, ont voulu accéder au camp kurde pour rencontrer femmes et enfants français qui y vivent, sans succès. Célia Mebroukine et Youmni Kezouf les ont retrouvés mercredi dernier à Roissy, à leur retour de la frontière irako-syrienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient très remontés de ne pas avoir pu accomplir leur mission. Quel est le sentiment qui prédomine en vous à l'arrivée là ? Un sentiment de colère, et de colère absolue. On a d'abord souhaité aller rencontrer les autorités sur place, échanger, comprendre. On ne l'a fait que partiellement, parce qu'on a été stoppé à la frontière. On a voulu rencontrer nos concitoyens pour pouvoir voir dans quelles conditions ils vivent. On n'a pas eu le droit de le faire. À chaque fois, on nous a menti. On nous a menti parce qu'on essayait de nous dire qu'il y avait des problèmes de sécurité. On sait que d'autres délégations européennes ont pu entrer, nous on n'a pas pu le faire. Donc il y a quelque chose de profondément frustrant. Nous avons enfin pu, au bout de plusieurs heures d'attente, avant la frontière, après la frontière, etc., avoir concrètement la réponse à nos questions parce qu'on les avait forcés à enfin nous dire qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un problème avec la France. Voilà, c'est tout. C'est ça que j'appelle le mensonge. Au-delà de la frustration, les 4 députés pointent un manque de courage politique dangereux. Vous savez, moi on m'a souvent dit gouverner c'est prévoir. J'ai le sentiment que ces derniers temps, gouverner c'est sonder. Moi je pense qu'il faut d'abord du courage politique, qu'il faut que le débat ait lieu. Je ne suis pas certain que la majorité des Français, face à la réalité des faits, en nombre de personnes, ici personne ne vous parle des retours des djihadistes, des combattants. Nous, notre préoccupation, ce sont 200 enfants, dont 2 tiers en moins de 6 ans, et leurs mères. Elles sont à peu près 80. Et on ne dit pas impunité. L'impunité, c'est la situation dans laquelle on les laisse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas jugées. Donc on veut qu'elles reviennent pour celles qui méritent d'être jugées et condamnées, et bien que la justice fasse son travail, et les autres, qu'on les aide à se reconstruire pour éviter des problèmes futurs. Et ce n'est même pas que les parlementaires que nous sommes engagés, vous l'avez senti qu'ils disent. Les juges antiterroristes le disent. Leurs coordonnateurs pensent que du point de vue sécuritaire, la meilleure décision à prendre, c'est de les ramener. Donc ne nous croyez pas nous, croyez les juges antiterroristes. En fait, la sécurité est leur meilleur argument. Au-delà de cette question humanitaire, laisser des enfants pendant 10 ans dans des camps, dans cette désolation, évidemment victimes sûrement d'un endoctrinement, c'est bon pour la sécurité des Français qui sortent dans 10 ans en ayant vécu 10 ans dans les camps, avec évidemment l'endoctrinement, le contexte, le délabrement, la France qui les aura abandonnés, donc la haine de la France. C'est pas bon non plus pour la sécurité des Français. William Bourdon, vous avez écrit, je crois, une nouvelle fois au président de la République, au nom des familles que vous défendez. Que vous a-t-il répondu ? Rien. Il n'a pas plus répondu d'ailleurs aux lettres précédentes. Pourquoi il nous... Pas de réponse. Il répond jamais. Et pourquoi voulez-vous qu'il engage un dialogue sur un sujet sur lequel il a pris une posture définitive, totalement cynique, méprisante des principes élémentaires ? Il faut quand même rappeler quelque chose qui est absolument essentiel à mes yeux. On a brisé un tabou dans ce pays en laissant crever les enfants, en prenant le risque de laisser mourir. C'était impensable il y a 20 à 25 ans. On se souviendra, s'il y a des enfants français qui meurent, et malheureusement le risque est très élevé, on se souviendra de 2 choses, du fait qu'un tabou a été, pour l'instant, pour la première fois, mis à terre. C'est-à-dire prendre le risque de laisser mourir des enfants en connaissance de cause,
Et ce qu'on retiendra aussi, si c'était le cas, et malheureusement ça risque fort d'être le cas, c'est une tâche lourde, une tâche de sang, une tâche de larmes sur le mandat d'Emmanuel Macron. Justement, vous parlez d'Emmanuel Macron. On va très rapidement écouter ce qu'il disait. Il a exposé la politique française en matière de retour des enfants. C'était en mars 2019, peu après justement le sondage évoqué dans le reportage. Pour ce qui est des enfants, c'est une approche au cas par cas qui est menée, comme l'a dit à plusieurs reprises le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier en lien avec la Croix-Rouge internationale. Et donc c'est une approche humanitaire qui est suivie au cas par cas. Et avec beaucoup de vigilance, en lien avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. Est-ce que le cas par cas, c'est pas du compte-gouttes? C'est évidemment du compte-gouttes, et le cas par cas, c'est vraiment l'habillage du cynisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à une situation extrême, avec des enfants qui sont des orphelins ou des enfants gravement malades, ou la mère en désespoir de cause dans un choix qui ressemble un peu au choix de Sophie, dans un dilemme absolument tragique finalement, accepte de remettre l'enfant. Évidemment que c'est pas du cas par cas, c'est l'effet de la contrainte liée au risque de mort des enfants, au risque de tragédie. Vous savez, j'évoquais l'absence de courage politique comme le faisait le député à la sortie de Roissy. Mais ce courage politique, il a été précédé d'une propagande, parce que nous on a été saisis très tôt par des premières familles à la fin de la guerre. Cette propagande, il faut s'en souvenir. Parce que c'est ça qui explique ce sondage, sinon c'est inexplicable, ou peu explicable. Deux tiers des On a entendu des parlementaires dire qu'il y avait des bébés terroristes, comme si ces enfants avaient perdu leur innocence et leur fragilité, comme s'ils étaient infectés par une radioactivité qui viendrait du sang de leur mère ou de leur père. Et donc, on a déshumanisé ces enfants, parce que pour arriver à ce sondage, il fallait les déshumaniser. C'est là où le tabou a sauté. Et c'est cette déshumanisation qui permet d'objectiver ce discours cynique, et c'est cette déshumanisation qui permet aussi d'aboutir à ce sondage, aussi révoltant soit-il. Les professionnels de la justice sont pour le rapatriement. Le député cite le coordonnateur de la justice, qui est le magistrat David Depas. C'est lui qui coordonne le pôle antiterroriste du tribunal de Paris. Il dit qu'il faut une volonté politique pour le rapatriement. Pour lui, c'est un enjeu de justice et de sécurité à long terme. Et même si on retire l'aspect humanitaire essentiel dont vous parlez, il y a un aspect tout simplement sécuritaire qui devrait faire bondir les plus cyniques normalement. C'est le paradoxe absolu. C'est le paradoxe total. C'est-à-dire que la logique cynique, c'est la logique court-termiste. On est dans le court-termisme, c'est-à-dire flatter, dans le sens du poil, le caresser indéfiniment l'opinion publique qu'on a évidemment manipulée, instrumentalisée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et ça fait dire au garde des Sceaux, qui du coup a déchiré sa robe en 1000 morceaux, mis au passage, Dupond-Moretti s'en fout complètement. Ça lui fait dire une énormité face caméra autour des Français en disant c'est dangereux de les rapatrier. Alors que les plus grands responsables de la sécurité française disent exactement l'inverse. Enfin, c'est pas des couleuvres qu'il a avalées, lui, depuis qu'il est au gouvernement. C'est tout le vivarium du Jardin des Plantes, Dupond-Moretti, franchement. C'est tout à fait insensé. Non, c'est une tromperie collective des Français qui permet de continuer à mener cette politique. Si demain un enfant meurt, on verra quelques ministres la main sur le cœur, désolé, s'occuper de la famille, peut-être que Macron ira peut-être rendre visite à la grand-mère, on imagine, tout est possible. C'est toute la dualité absolue d'Emmanuel Macron, pardon, je peux obséder de ce personnage, à la fois en même temps, c'est lui qui a la main, en même temps, de capacité de prendre des postures humanistes, et là, d'être dans le paroxysme du cynisme dans la gestion de cette situation. En préparant le sujet, on a questionné le Quai d'Orsay sur le nombre d'enfants rapatriés, 35, ce chiffre est clair, il est petit, il est là. On a aussi demandé combien d'enfants étaient encore en Syrie dans les camps. Voici la réponse de la porte-parole, impossible de le déterminer précisément. Point de suspension. Est-ce que c'est possible que la France soit dans l'impossibilité de savoir combien d'enfants sont retenus en Syrie? Je ne suis pas adepte du oui et non comme réponse. Mais qu'il y ait une difficulté de recensement du nombre d'enfants, c'est pour des raisons sécuritaires, c'est peut-être pas totalement impossible. Mais non, parce que on s'est pas donné les moyens de faire ce recensement. C'est ça que ça dit. On s'est pas donné les moyens. Et puis pire encore, peut-être qu'on s'en rendra compte dans quelques semaines, quelques mois, qu'il y a déjà des enfants français qui sont morts. Parce que l'absence de recensement de tous les enfants fait qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont disparu des radars
est disparu peut-être de notre mémoire collective, ils disparaîtront peut-être définitivement de notre mémoire collective. C'est aussi le sous-jacent absolument tragique de cette histoire qui n'honore pas la France. En préparant également, on discutait avec votre associé Vincent Bringard, qui suit ces dossiers avec vous. Il expliquait que vous aviez des dialogues avec le Quai d'Orsay, quand même. Emmanuel Macron ne vous répond pas, mais vous dialoguez avec le Quai d'Orsay. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand on voit les prises de parole publiques des politiques, ils sont gênés aux entournures. Ils y vont pas, ils savent pas, ils trouvent toujours des excuses. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans le secret de vos discussions de cabinet? Quand on était saisi par les premières familles, il y a bientôt presque 4 ans, il y a eu une espèce de silence radio du côté d'Orsay. Elle était obligée de hurler pour dénoncer ce mépris. On a commencé à avoir des contacts avec celui qui était à l'époque le conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian, qui depuis a rejoint Total, No Comment, et qui a succédé à un fonctionnaire plus affable que lui, c'est pas difficile, plus aimable que lui, c'est pas compliqué, et qui effectivement au moins a la courtoisie de nous répondre. Mais il nous répond pour recycler évidemment la politique que je suis en train de dénoncer. Demain, au Parlement européen, une résolution sur la Syrie sera discutée. Des députés ont tenté d'inscrire la question du rapatriement des enfants. D'après les infos qu'on a recueillies avec Célia, ça a peu de chances d'aboutir. Je précise quand même que des instances internationales se sont prononcées là-dessus. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU est pour le rapatriement. Bientôt, la Cour européenne des droits de l'homme audiencera un cas, donc à voir ce qu'elle en dira. Et la Cour de justice de la République a été saisie d'une plainte pénale pour omission de porter secours. Pensez-vous que cela puisse aboutir? Alors, on est plusieurs avocats, de façon unie ou parfois de façon un peu dispersée, à avoir mené des actions, tribunal administratif, le pénal. Rien n'a marché. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, parce que puisque la voie judiciaire ne fonctionne pas, c'est de la volonté politique pure et dure. C'est appuyer sur le bouton rouge ou pas. C'est ça. De facto, la politique d'Emmanuel Macron ne peut pas être véritablement perturbée, puisque tout ce qui a été tenté sur le plan judiciaire a gravement échoué. Avec au passage, d'ailleurs, une théorie qui s'appelle les actes de gouvernement, qui est une théorie qui date des années 1792-1793, et qui instaure cette idée que le juge n'est pas recevable, n'est pas légitime à critiquer les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de ces relations internationales. Alors évidemment, ça se carambole de façon absolue avec l'intérieur supérieur de l'enfant. Et nous, on pensait que l'intérieur supérieur de l'enfant pouvait prévaloir sur cette théorie qui, au fond, est une espèce de cachex de la raison d'État, pour appeler un chat. C'est évidemment un peu plus compliqué. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas simplement les instances internationales, c'est le défenseur des droits. Aussi. C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Tous les contre-pouvoirs internationaux et nationaux, c'est exceptionnel, sont unanimes pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Et au passage, ça en dit long sur le peu de cas d'Emmanuel Macron sur les instruments multilatéraux dont en fait il n'a rien à faire. Dernière question. Le cas belge, jeudi 4 mars, le Premier ministre belge Alexandre De Croo a annoncé le rapatriement des enfants belges de moins de 12 ans. Les laisser là, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent les terroristes de demain. Est-ce que c'est un modèle à suivre pour la France, et quid de ceux qui ont plus de 12 ans? Et on s'arrêtera là, je crois. La question de la ligne de démarcation est évidemment très compliquée. Enfin, il y a quand même... C'est évident que des petits mômes de 3, 4, 5, 8, 9 ans, on ne peut pas leur faire un brainwashing, quoi. On ne peut pas les transformer en bêtes à tuer comme on peut le faire pour des adolescents de 14, 15 ans. La seule chose qu'on peut faire, c'est les détruire et les laisser mourir. Bon, donc, qu'il y ait une urgence absolue pour les plus petits à les rapatrier sans condition, c'est une politique qui a été adoptée par un certain nombre de pays. C'est la politique qu'on devrait adopter avec les mères. Parce qu'il n'y a pas de raison aussi qu'on rajoute du traumatisme à un deuxième, qui est séparé de ces enfants de leur mère, qui savent toutes qu'elles vont rejoindre en général pour des années fleury-mérogis et être durement condamnées. Merci William Bourdon, merci Valentine. William Bourdon, je rappelle que vous êtes avocat et vous défendez ces familles d'enfants qui sont en Syrie actuellement. On a bien entendu votre appel à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on va en reparler avec notre camarade François Bonnet qui nous rejoint maintenant sur le plateau. Tandis qu'on se salue avec William Bourdon, entre ici François Bonnet. Ça va?
Bonjour Mathieu. Bonjour. François Bonnet, cofondateur de Mediapart, tu signes aujourd'hui cette enquête, un immense travail de plusieurs semaines que je vous encourage vraiment à lire. Il retrace un an de crise du Covid en France et surtout il expose ce que tu appelles les 7 erreurs du pouvoir dans la gestion de cette crise. Car oui, ça fait un an que nous sommes en pandémie. Le résultat, écris-tu dans cet article, est un pays à l'arrêt et une société traumatisée. François, je t'ai demandé 3 mots pour qualifier cette année de gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Quels sont-ils ? 3 mots, le verticalisme, c'est-à-dire la folie présidentielle, l'infantilisation et puis le mensonge. Alors, on va passer tout ça en revue en commençant par ce dernier mot qu'on n'utilise pas, on précise bien sûr à la légère, le mensonge. Alors le mensonge commence avec les masques et dès janvier. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en janvier explique qu'il y a tout ce qu'il faut, que les hôpitaux sont préparés, que les personnels de santé sont informés et équipés. Et puis en février, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est entendu par les sénateurs et répond à une question sur les masques. Les masques, ce n'est pas un sujet. Alors que c'est lui qui, en 2018, a ordonné la destruction du stock stratégique de masques et a fait réécrire un avis d'experts qui préconisait le maintien de ce stock à hauteur d'1 milliard de masques. Alors ces mensonges, depuis, ils n'ont pratiquement pas cessé, des petits et des gros, sur les tests, qui eux-mêmes ont cruellement manqué, sur la stratégie tester, tracer, isoler, qui n'a jamais véritablement fonctionné, et puis ça se poursuit avec les vaccins. On se souvient, le pouvoir annonce le lancement d'une campagne massive de vaccination dès le 27 décembre. Il sait déjà, quand il annonce ça, que cette campagne, elle ne démarrera véritablement que le 18 janvier. Et celle qui l'explique, c'est Elisabeth Bouvet, qui est l'une des responsables de la Haute Autorité de Santé. Elle était interrogée le 11 janvier dernier sur France 2. On l'écoute. Il faut quand même comprendre, c'est que tout était prévu pour que ça recommence mi-janvier, la campagne de vaccination. Voilà, alors depuis ça continue. Le dernier en date, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui nous annonce 300 000 tests dans les écoles à la rentrée des vacances de février. Le 1er mars, il nous dit 50 000 tests ont été réalisés. Le lendemain, son cabinet rectifie. Non, c'est pas 50 000, c'est 3 000, parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, il n'y a pas de personnel. Tu parles aussi d'infantilisation de la part d'un pouvoir qui, en fait, ne fait pas confiance à ses concitoyens. Alors, on a tous eu l'impression d'être un peu des débiles et ignares, donc c'est pour ça qu'on nous a menti, et c'est pour ça qu'on nous sermonne et qu'on nous gronde. C'est Sibeth Ndiaye qui nous explique que d'abord, ça ne sert à rien de porter des masques, et qu'ensuite, on ne sait pas les mettre. On ne sait pas comment il faut bien les mettre autour des oreilles. C'est Christophe Castaner qui nous traite d'imbéciles au comportement idiot. C'était le 19 mars 2020, 2 jours après le confinement, et on l'écoute sur la radio Europe 1. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des héros modernes à enfreindre la règle, alors même qu'ils sont des imbéciles, je vous le dis, parce qu'ils font courir des risques à la fois à eux, à leur famille, à leurs proches, mais aussi au personnel de santé qui seront là. Même s'ils ont des comportements idiots, ils seront là pour les accompagner, les soigner, les sauver. Et donc c'est voilà. Et puis certains considèrent que on est un petit héros quand on enfreint des règles. Eh bien non, on est, je le dis, un imbécile dans son comportement. Alors les attestations, les déplacements limités à 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre. À l'automne dernier, l'hebdomadaire allemand Die Zeit a publié un long reportage qui était titré France, voyage en Absurdistan, et qui résumait assez bien tout ce que nous avons vécu. Alors j'insiste d'autant plus sur cette infantilisation que ça va à l'encontre de toutes les recommandations sur les gestions de crise sanitaire. Les recommandations de l'OMS qui dit attention, attention, il faut associer impérativement la société, il faut être humble et pédagogue dans ses communications, à l'encontre des préconisations du Conseil scientifique qui, dès le début, a demandé justement à ce que les citoyennes et citoyens soient associés à la prise de décision, au suivi des décisions. Et cela va même à l'encontre du fameux plan pandémie virale qui est tombé aux oubliettes. Il avait été fait à la fin des années 2000, dernière version 2011, et qui disait la même chose. Alors, ce qui transparaît, enfin François, c'est le verticalisme, ou ce que tu appelles l'autoritarisme de l'Élysée. Macron décide de tout, et il est même désormais présenté comme notre épidémiologiste en chef. C'est une citation par ses soutiens. Oui, alors nous avions Macron président, après on l'a découvert en mars, nous sommes en guerre, donc Macron chef de guerre, et puis le 29 janvier, quand il dit non
au reconfinement, on nous explique, son entourage nous explique qu'il est devenu l'épidémiologiste en chef. Bref, il décide seul, dans ce qui est bel et bien devenu, on n'en prend pas assez conscience, un régime d'exception autoritaire. Il morigène ses troupes, il dicte son bon vouloir et il fait connaître publiquement son énervement. On l'écoute par exemple le 20 mars dernier, 20 mars 2020, quand les critiques pleuvent sur l'état d'impréparation du pouvoir, et on retrouve un peu de la morgue qu'on avait découvert au moment du scandale Benalla, quand il avait crié « qu'ils viennent donc me chercher ». On l'écoute. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Les commentateurs en sont pleins. Je sais aussi que depuis le début, toutes celles et ceux qui sont autour de cette table travaillent d'arrache-pied et que la France s'est mobilisée et a activé ses dispositifs d'alerte avant même que l'OMS ne sonne le tocsin. Avant même que l'OMS ne sonne le tocsin. C'est un mensonge, parce qu'on voit très bien que la cellule interministérielle de crise qu'il préside ce jour-là, elle a été créée quand ? Le gouvernement l'avait annoncé le 17 mars, c'est-à-dire le jour même du confinement. Donc c'est un petit mensonge de plus. La semaine dernière, Merkel a réuni tous les présidents de Länder allemands pour parler du déconfinement progressif de l'Allemagne, et la réunion a duré 8 heures. 8 heures de réunion pour parler du déconfinement et arrêter ensemble les mesures. En France, nos élus locaux se disent jamais associés, sauf quand il s'agit d'ouvrir en urgence des centres de vaccination, de gérer les écoles, et puis ils racontent comment ils apprennent à la télé, comme les ministres d'ailleurs, les décisions tombées d'en haut. Alors il y a cet état d'urgence sanitaire, et puis il y a, qui est une loi attentatoire aux libertés fondamentales, et puis il y a ce fameux Conseil de défense avec lequel Macron a choisi de gérer le pays. Le Conseil de défense, c'est pas d'ordre du jour, pas de compte-rendu, une composition à la discrétion de l'Élysée, et Macron a réuni ce conseil à 46 reprises depuis un an. Paul Aliès, on le connaît, il est blogueur sur Mediapart, il est universitaire et il écrit ceci: « Les institutions de la Ve République sont devenues la façade d'un régime politique dont l'intérieur est constitutionnellement délabré et démocratiquement ravagé. » Paul Aliès a raison, car ce régime n'est pas seulement inefficace, il est en train de devenir dangereux, de plus en plus de gens à gauche, mais aussi à droite, ce qui est tout à fait nouveau, le disent. Ce régime tire le pays vers le bas et finalement, l'ordre du jour de la prochaine présidentielle, ça devrait être bel et bien ce point-là. Comment se débarrasser, une bonne fois pour toutes, d'un régime de ce type ? Merci François Bonnet. On lit ton récit, c'est franchement remarquable et précis. Un an de Covid-19, les 7 erreurs du pouvoir sur Mediapart. Tu vas rester avec moi, François, parce que on parlait de Mediapart. Mediapart qui, on vous l'avoue, a du mal à retenir ses larmes aujourd'hui. Notre confrère, notre ami, notre camarade, Manuel Jardineau, est décédé mardi 9 mars. Il avait 49 ans. À Mediapart, nous l'appelions tout simplement Manu. Il nous avait rejoint en 2017 pour couvrir l'actualité sociale et politique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, émission spécialement consacrée à la question de la pauvreté en France, en particulier celle qui touche les plus jeunes. Question centrale en cette année de crise sanitaire qui devient très vite une crise sociale. Manu, c'était un brillant journaliste, un pilier de l'association des journalistes de l'information sociale qu'il avait présidé, un combattant pour les droits des pigistes, un élu vigilant aussi du CSE de Mediapart, un excellent connaisseur du monde social, un journaliste engagé qui mettait les politiques devant leurs responsabilités, comme ici, tu t'en souviens François, face à 2 députés de la majorité lors de la réforme des retraites. Pourquoi niveler vers le bas ? Partant de cette petite phrase, on voit bien une vision de la société. C'est-à-dire qu'on va réduire les droits d'un certain nombre de salariés sur une vision universelle, égalitaire, qui finalement nivelle les droits sociaux vers le bas. Manu, ce sont aussi des moments partagés, des moments conviviaux ici à Mediapart, la danse et la fête, même en visio ces derniers mois. Manu était notre ami, solaire et doux, avec un insatiable appétit de vivre. Au nom de la communauté de Mediapart, nous adressons toutes nos condoléances à sa fille Rosalie, à ses sœurs, à ses proches, à ses amis, à celles et ceux qui l'ont aimé. Ce rappel de son sourire, de sa gentillesse, de sa révolte et de son immense talent. À demain.